Russie est donc passée à l'attaque. Elle mène une opération militaire sur le territoire ukrainien. Vladimir Poutine l'a annoncé en pleine nuit à la télévision russe et des détonations se font entendre depuis dans plusieurs villes. À la frontière russe et biélorusse, mais aussi à Kiev, la capitale, où vous vous trouvez pour RTL. Morad Jabari, vous vivez cette opération depuis les petites heures ce matin. Oui, exactement. Vers 5 heures du matin, des détonations, des bruits sourds nous ont réveillés. Des bombardements au nord de Kiev. D'après nos informations, il y aurait 3 bâtiments endommagés, des zones commerciales. C'est à 5 km de notre hôtel. Et je peux vous dire qu'on a entendu de très grosses détonations. Il y a eu des bombardements aussi à 40 km de Kiev. Les villes du centre et de l'est de l'Ukraine ont été visées. Depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel, en regardant en direction du nord et donc de la Biélorussie, on pouvait voir des halos de lumière, des gros flashs. CNN diffuse en ce moment des images montrant ce qui serait l'entrée de chars en Ukraine via la Biélorussie. Les gardes frontières ukrainiens annoncent avoir été attaqués à cette frontière à l'aide d'artillerie lourde. Tout est très confus. Des sirènes ont été entendues pendant plusieurs minutes. Elles viennent de s'arrêter. Les autorités locales de Kiev annoncent une attaque aérienne imminente et demandent à tous les habitants de se diriger tout de suite vers les abris anti-bombes. Il y en a plus de 5000 à Kiev. Je vous avoue, on ne sait pas où l'on va pour le moment. Tout va très vite depuis le début des bombardements à 5 heures du matin ici en Ukraine. Ils ont débuté 1 minute après le discours de Vladimir Poutine qui a annoncé l'entrée des troupes russes dans l'est de l'Ukraine. C'est donc une attaque préparée, presque simultanée à son discours. Avec les habitants de Kiev que l'on rencontre depuis 2 jours, on pensait que c'était insensé. On ne pouvait pas imaginer cette invasion de l'Ukraine. C'était impensable, une pure folie. Visiblement, ce cauchemar ce matin est bien réel. Morad Jabari à Kiev pour RTL. Et les derniers développements en direct, eh bien, ce sont des destructions annoncées des 2 côtés. Les forces militaires russes ont bombardé l'est de l'Ukraine. Confirmation tout d'abord donc de l'état-major ukrainien. L'armée russe affirme avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis hors service, je cite, les bases aériennes de l'Ukraine. Elle dit viser les sites militaires ukrainiens avec des armes de haute précision. L'Ukraine indique de son côté avoir abattu dans l'est du pays 5 avions et un hélicoptère de l'armée russe. L'Ukraine se défendra et gagnera, c'est ce qu'a déclaré son ministre des Affaires étrangères. Elle a fermé son espace aérien à l'aviation civile et décrété la loi martiale qui autorise l'armée à maintenir l'ordre. Et puis on l'apprend à l'instant, le président bélarusse allié de Moscou convoque les chefs de son armée. Et les habitants ukrainiens, les habitants de Kiev notamment, sont donc appelés à se diriger vers les abris anti-bombes. Vous nous le disiez, Morad Jabari, des bunkers que vous avez effectivement visités hier. Des flèches rouges sont peintes négligemment sur les murs défraîchis des immeubles, juste en dessous de ces 220 appartements de cette longue tour interminable. Yuri, chef de la sécurité du quartier, nous emmène avec une lampe torche dans les entrailles de cet immeuble. En cas d'urgence, si des bombardements sont annoncés, des sirènes vont retentir. Ensuite, il y aura des alertes à la télé, à la radio ou sur le portable pour donner des instructions. Mais tout le monde dans le quartier entendra une sirène. De la terre battue, des bancs en bois, des bidons remplis d'eau potable. Cet abri pourrait accueillir une centaine d'habitants, mais uniquement pour quelques heures. Le système d'aération ne marche plus. Des abris comme celui-là, il en existe presque sous chaque immeuble, mais des garages aussi ont été transformés en abris anti-bombes. Ce garage reste un abri de fortune. Les murs sont très épais, mais oui, on ne sait pas si ça protège vraiment des bombes. On s'est inspiré de la Géorgie qui utilisait ce genre d'endroit pendant la guerre. Une fois sorti de la pénombre et de l'humidité de ces abris, juste en face, un jardin d'enfants, des balançoires rouillées grincent sous le poids des enfants d'Olga. La maman habite ici depuis toujours. Ici, il y a mes enfants, mes parents, mes grands-parents. Bien sûr que ces abris anti-bombes me rassurent. Je suis ukrainienne, je suis de Kiev. Je ne veux pas partir. Je veux vivre en paix, mais j'espère qu'ils sont bien entretenus parce qu'ils pourraient nous sauver la vie si jamais. Si jamais, Olga n'ose pas prononcer le mot bombardement. Rassurée par ces abris, la maman espère ne jamais devoir s'y abriter. Voilà le reportage à Kiev, la capitale ukrainienne de Morad Poutine, le président russe qui adopte encore ce matin un discours profondément guerrier. Oui, écoutez par vous-même. Pour notre pays, c'est une question de vie ou de mort. Il s'agit de notre avenir en tant que peuple. Ils ont franchi la ligne rouge. C'est pour cela que j'interviens dans le Donbass.
Il ajoute aussi qu'il veut démilitariser et même dénazifier, l'Ukraine. Vladimir Poutine évoque également des crimes nombreux, des effusions de sang de civils et de citoyens russes, mais sans expliquer qui aurait commis ces crimes ou dans quelles circonstances. Et en même temps, le président russe souffle le chaud et le froid. Il invite aussi les militaires ukrainiens à déposer les armes et ajoute que la Russie ne compte rien imposer par la force à personne, comprenne qui pourra. Alors cette opération militaire, est-ce que c'est une véritable guerre? Est-ce que c'est une invasion? Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller? Eh bien clairement, c'est la question qui se pose ce matin pour Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal de Défense. Il est trop tôt pour le savoir. On a tellement eu de revirements, de communication et de dissonance entre ce qui était communiqué officiellement par la Russie et ce qu'elle mettait en place sur le terrain, qu'il paraît un peu spécieux de s'en tenir seulement à son discours. Nicolas Gosset qui était invité dans le RTL Info 7h. En tout cas, si on remonte le fil de la matinée, à 6h ce matin, plusieurs villes ukrainiennes étaient déjà bombardées depuis 2 ou 3 heures sur tout le territoire ukrainien. À 7h, l'armée annonçait avoir abattu 5 avions et un hélicoptère russe au-dessus de son territoire. Et puis les gardes frontières, toujours ukrainiens, qui se disent attaqués par des soldats russes depuis la Russie et la Biélorussie. En tout cas, juste avant le journal, Sophie Wilmès, elle n'a pas hésité. Elle a utilisé le mot d'invasion. Quant à savoir maintenant jusqu'où Vladimir Poutine est prêt à aller, une phrase dans son discours en particulier inquiète. Je le cite, « Tous ceux qui tenteront d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et qu'elle conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. » Une phrase ambiguë qui laisse place à beaucoup d'interprétations. Merci beaucoup Julie Ville. Cette offensive, la Belgique notamment. Oui, Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, parle d'une attaque inconsidérée. Elle était donc l'invitée de Bel RTL à 7h50. Alors, quelles sanctions, des sanctions supplémentaires sont-ils envisagées? Voici sa réponse. De manière générale, vous pouvez avoir des sanctions sur des individus, et ces individus-là peuvent être encore ciblés de manière encore plus précise et plus proche encore du pouvoir, c'est possible. Deuxièmement, il y a effectivement toutes les sanctions financières. On a prévu déjà l'incapacité de la Russie de se financer auprès des banques centrales européennes. On peut continuer à voir ce qui peut être fait au niveau financier. Et évidemment, troisième plan, l'aspect économique, sachant que ces sanctions peuvent chaque fois s'élargir et de prendre de plus en plus de proportions pour bien faire comprendre à la Russie qu'on ne plaisante pas. Sophie Wilmès, invitée de Bel RTL à 7h50, la ministre des Affaires étrangères qui appelle aussi les Belges présents en Ukraine. Ils sont environ 200 avec leur famille à quitter au plus vite le pays. L'Europe, les États-Unis, l'OTAN, les Nations Unies condamnent unanimement cette opération militaire russe en Ukraine. Les ambassadeurs de l'OTAN se réunissent en urgence dans une demi-heure. Un conseil ministériel restreint se tiendra dans la foulée chez nous et un sommet européen se tient aussi ce soir à Bruxelles. Et puis le président américain Joe Biden dit avoir échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il lui promet le soutien des États-Unis face à l'attaque de la Russie. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur donc cette offensive militaire russe en Ukraine. Les développements sont bien sûr à suivre à tout moment sur le site ou l'application RTL Info. Dans le reste de l'actu, clairement engagé dans cette direction-là, et je le répète, du fait russe et de personne d'autre. Déclaration de Sophie Wilmès, ministre belge des Affaires étrangères. Merci Thomas Gadisso pour toutes ces explications. Et je vous le disais, l'ONU aussi s'est réunie cette nuit en Assemblée générale tout d'abord, au niveau du Conseil de sécurité ensuite, des réunions comme rarement on en a vu. Carrie Noten, vous êtes notre correspondante à New York. Vous avez suivi ces réunions pour nous. Carrie, alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'en est-il ressorti ? Alors, pour ce Conseil de sécurité qui a été convoqué de manière extraordinaire ce soir, eh bien, écoutez, il a commencé une vingtaine de minutes avant que Vladimir Poutine n'annonce les opérations militaires à la télévision russe. Du coup, on a assisté à un conseil en 2 temps, avec un premier tour de table des ambassadeurs qui ont continué à appeler à la désescalade, tout d'abord. Et puis, l'ambassadeur ukrainien a mis les pieds dans le plat. Il a interpellé son homologue russe pour qu'il confirme que la Russie venait bien de donner le coup d'envoi de la guerre. Et devant sa mauvaise foi, il lui a même demandé d'appeler le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en direct depuis son portable. Une scène un peu incroyable au Conseil. En tout cas, les membres occidentaux ont immédiatement condamné les actions russes et puis ils ont annoncé d'ores et déjà que le Conseil allait se réunir dans quelques heures ce matin, puisqu'on est au milieu de la nuit maintenant, pour une 3e fois autour de cette semaine autour de l'Ukraine. Et bien sûr, et cette fois-ci, il faudra s'attendre à ce que le Conseil mette une résolution au vote, même si on sait déjà, on s'attend déjà à un veto russe, mais c'est
c'est si vous voulez, le cheminement qu'il faut suivre diplomatique à l'ONU. En tout cas, c'est l'ensemble des Nations Unies qui sont mobilisées. Le secrétaire général Antonio Guterres était très ému ce soir. Il s'est exprimé aussi au cours de ce Conseil de sécurité. Quelques minutes avant que Poutine n'annonce les opérations militaires, il demandait encore à Moscou de donner une chance à la paix, de ne pas laisser ses troupes mener une offensive. À la sortie du Conseil, il a annoncé changer son appel au président russe. Écoutez-le. C'est le jour le plus triste de mon mandat en tant que secrétaire général des Nations Unies. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, ne laissez pas commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle, avec des conséquences non seulement désastreuses pour l'Ukraine, mais aussi tragiques pour la Fédération de Russie, avec un impact qu'on ne peut même pas encore imaginer. Donc vous l'entendez, une déclaration très forte du secrétaire général de l'ONU. Et puis aussi, tout cela après une journée entière de déclarations à l'Assemblée générale où 87 pays se sont exprimés, en grande majorité pour condamner la Russie et montrer comment elle était isolée sur la scène internationale. Merci beaucoup Karine Houghton. Vous étiez en direct avec nous depuis New York où se trouve le siège des Nations Unies. L'actualité en direct à 8h13 sur la première et l'Ukraine qui fait état d'au moins 7 morts et 9 blessés dans les bombardements russes. Nous poursuivons le tour des réactions internationales sous peu. Nous nous rendons tout d'abord en Russie pour rejoindre Louis Portal, notre correspondant à Moscou. Cette annonce de Vladimir Poutine, cette déclaration de guerre bouscule bien sûr l'ordre mondial. Alors comment réagissent les Russes, Louis? Quelle est l'atmosphère en Russie de là où tout est parti? Ordre mondial. Tout pour dire, les Russes se réveillent, même s'il est 10h15. C'est évidemment une sensation de surprise de voir un conflit démarrer à une aussi grande échelle, mais depuis lundi et la reconnaissance par Vladimir Poutine des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, il faut dire que une majorité de Russes semblaient, étaient plutôt enclins à croire que les opérations militaires allaient démarrer dans la mesure où le scénario qu'on connaît aujourd'hui est à peu de choses près celui qu'avait connu l'Ossétie du Sud en 2008. Souvenez-vous, lorsque la Russie avait accepté de reconnaître cette république séparatiste de Géorgie. Et sait-on ce que compte faire Vladimir Poutine à présent, son agenda de la journée par exemple, ses ambitions, ses perspectives, Louis Portal? Alors, c'est son objectif de la journée, ça c'est pas connu. Ses ambitions, ses perspectives. L'ambition est visiblement de déstabiliser le pouvoir ukrainien dans l'optique de mettre en place un régime qui soit plus favorable, plus enclin à collaborer, à coopérer avec Moscou. La question c'est est-ce que cela sera possible dans la mesure où le conflit déclenché aujourd'hui semble être à grande échelle. La Russie va s'allier certainement à l'hostilité d'une grande partie des Ukrainiens et dans ces conditions, on voit mal comment est-ce qu'on pourrait, raccommoder, concilier dans un futur proche ou plus lointain les peuples russes et ukrainiens. Merci beaucoup Louis Portal en direct de Moscou pour la première Moscou, capitale de la Russie. Autre question qui se pose ce matin, c'est évidemment que veut vraiment Vladimir Poutine? Cherche-t-il à faire changer le régime de Kiev? Eh bien, on va écouter sur ce point Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal de la Défense. Il souligne notamment le vocabulaire utilisé par les représentants russes à l'ONU. Les mots utilisés par l'ambassadeur russe aux Nations Unies sont particulièrement durs. On a glissé, on ne parle plus de gouvernement ukrainien. On parlait ces dernières semaines de régime de Kiev et maintenant, je ne me souviens plus des mots exacts utilisés. De junte, voilà, on est monté sur la junte et on a même qualifié les politiques ukrainiennes de mettre fin aux activités des néo-nazis. Donc on est vraiment monté dans un cran supplémentaire du discours qui vise à diaboliser le gouvernement ukrainien pour légitimer les opérations russes. Et ça, bon,
ouvre quand même la porte à une dimension de changement de régime qui ne peut pas être exclue encore à l'heure où on se parle ce matin. Nicolas Gosset qui répondait aux questions de Sophie Brems et Bertrand N ce matin sur la première. Et je vous propose de terminer ce journal, comme on l'a commencé avec vous, Damien Roulette. Vous êtes toujours avec nous. Côté réaction internationale, Damien, on a entendu celle de la Belgique, bien sûr. On a fait le point complet sur les Nations Unies à New York. Quelles autres réactions et commentaires sont à pointer en ce moment aux États-Unis? Joe Biden dénonce une attaque injustifiée. Oui, Joe Biden qui dit que le monde retiendra la Russie pour responsable. Déclaration dans un communiqué. Aussitôt les premiers chars franchis la frontière, la déclaration se poursuit. Les États-Unis et leurs alliés répondront de manière unie et décisive à une attaque qu'il qualifie d'injustifiée des forces armées russes. Biden évoque une guerre préméditée qui entraînera des pertes humaines et des souffrances catastrophiques. Le président américain a téléphoné au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucun détail n'a été fourni sur le contenu